Vous êtes bien sur So Many Beats. Qui sont les rois de Kickstarter en cette fin décembre 2020? Vous allez le savoir tout de suite dans Kick Parade. Bonjour à toutes et à tous pour ce 8e numéro de Kick Parade, toujours en compagnie de Swan. Hello Swan. Salut Rowan, bonjour à toutes et à tous. Bon bah voilà, donc c'est la fin de l'année 2020, c'est notre dernier Kick Parade de l'année, avec un Kickstarter, je ne dirais pas en veilleuse, mais presque, puisque pas de gros projets, ce qui est intéressant aussi, puisque ça permet à pas mal d'indépendants de rentrer dans le top 10, donc ça permet de découvrir des projets peut-être un peu plus atypiques ou un petit peu plus niche, on va dire. Mais ce qui est assez drôle, puisqu'à la base c'était une plateforme quand même principalement dédiée aux indépendants, finalement, C'est ça. c'est dans les moments de creux que les indépendants essaient de briller sur la plateforme. 10e position, Postcard Board Games, qui en est à 259 contributeurs. C'est pour vous dire que les chiffres sont vraiment très bas, hein. Ce sont des petits jeux réalisés sur des cartes postales que vous pouvez envoyer à vos amis, à votre famille. Ils reçoivent une carte postale avec un petit mot derrière et vous avez un petit jeu sur le devant. Voilà, pour moi c'est vraiment du gadget de papeterie presque. Ça mériterait presque d'être en papeterie, ce genre de truc, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, c'est un change d'une traditionnelle carte postale avec une nature morte un peu random, effectivement. Bon, après les prix, ça fait quand même 5 euros. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que c'est pas cher pour Non. un jeu pour un petit jeu, 5 $, Ouais. mais c'est très cher pour une carte postale. C'est un premier projet, hein. Il y a beaucoup de premiers projets, hein, vous allez voir. 9e position, Tall Tales. Tall Tales, alors c'est du jeu narratif, mais l'originalité, donc c'est également un premier projet, l'originalité c'est que vous fabriquez l'histoire collectivement. En fait c'est ça le jeu, c'est pas forcément de résoudre l'histoire, c'est de la créer. Vous êtes à plusieurs, vous mettez des petits bouts d'aventure bout à bout, vous votez laquelle vous convainc le plus et vous la mettez dans le bouquin et à la fin ça vous fait une histoire complète. Ça se joue de 3 à 12 joueurs, donc tu vois, je pense que plus plus c'est rigolo en fait. Oui, c'est une espèce de cadavre exquis, mais façon storytelling. 267 Effectivement, contributeurs, ça ouais, vient de démarrer, hein. 267 contributeurs, 14 000 € pour l'instant. 8e position, The Story Matters Tale, Towers and Expansion. Ça c'est un indépendant, mais c'est quand même un vieux de la vieille parce qu'il a fait une vingtaine de jeux comme ça. Story Matters Tale, c'est une série de jeux en fait, de dungeon crawler tout simplement, avec toujours ce fameux look old school, années 80, c'est-à-dire en noir et blanc, très graphique, et c'est du dungeon crawler avec des cartes. Ça rappelle un peu je l'ai en plus ce jeu, qui s'appelle Dungeon tout simplement. Ah, One Deck Dungeon? One Deck Dungeon, exactement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, et visiblement, on avait notre théorie sur les jeux avec cette esthétique. Et si cette esthétique est dans le jeu, c'est qu'il n'y aura pas de version française. c'est ça. Voir le Kickstarter précédent, le Kick Parade précédent, pardon. C'est une théorie qu'on a. Mais en tout cas, les illustrations sont jolies. Par contre, je trouve que la campagne est un peu austère, ce qui est paradoxal. Enfin, je trouve que toute la campagne, tout l'objet repose sur son esthétique, et je trouve que la page Kickstarter n'est vraiment pas agréable à suivre. Non, c'est pas très fun. L'abondance un peu plus fun, mais bon, c'est pas. Mais par contre, c'est joli, hein. Franchement, les cartes elles sont très jolies, c'est en noir et blanc, très graphique. Vous avez un coffret avec. Vous avez plusieurs aventures, hein. Vous avez plusieurs coffrets, vous pouvez prendre le all-in. Voilà, il a fait la même chose avec d'autres aventures d'Heroic Fantasy, et il a fait ça aussi avec du Cthulhu. C'est, comment on va dire son nom peut-être, c'est Oliver McNeil. 318 contributeurs, un peu plus de 18 000 € à ce jour. 7e position, Allies and Antagonists, A Big Book of D&D 5e NPCs. C'est un nom très long pour un concept très court, à savoir un livre qui va vous présenter des personnages non joueurs pour la 5e édition de Donjons et Dragons. C'est un livre non officiel, ce n'est pas Wizard of the Coast qui le fait, c'est un monsieur qui s'appelle Trevor Armstrong. Et donc ça sera un livre, je crois, d'environ 200 pages, oui c'est ça, 200 pages, avec une centaine de personnages non joueurs, ce qui peut être très pratique quand on est maître de jeu. Et donc si vous devez trouver des personnages non joueurs très vite et de manière très pratique, voilà, c'est le genre de livre qui peut servir. Ouais. Bah, de maître de jeu à maître de jeu, moi j'avoue que c'est un peu mon petit plaisir, moi, de créer les Ouais. PNJ quand je fais une campagne ou une partie de jeu de rôle. D'accord. Donc c'est vrai que je peux
tout à fait comprendre la légitimité d'un tel projet, mais je trouve que ça, en tant que, enfin, de mon expérience, ça nous prive quand même d'un point qui est quand même vachement bien, quoi. Bah, ça Quand nous, tu, ça quand nous tu le enlève un peu de maîtrises. création. Ouais. Exactement. Mais si t'es un gros maître de jeu qui fait 3 campagnes en même temps avec 3 groupes de C'est vrai. joueurs différents, t'as pas de temps à perdre, bon ça peut être pratique quoi. Donc Allies and Antagonist, eh ben, c'en est à 434 contributeurs, un peu plus de 8 000 €. Il reste quelques jours avant la fin de la campagne, on s'en ira pas beaucoup plus haut, mais enfin bon voilà. Hein. Alors ensuite, 6ème position, alors il y a 18, hein, ça on peut le lire. Après, c'est Magyarország. Bon, voilà, je Ouais, sais pas. ou en anglais, Railroading in Hungary. Voilà, bah Voilà. c'est en 6ème position. Alors là, pour le coup, c'est un jeu de société. C'est un des rares jeux de société du top 10. C'est ce qu'on appelle un jeu 18XX. Alors les jeux 18XX, alors ça c'est de la niche de niche. En fait, ce sont les jeux ferroviaires qui se passent au 19e siècle. Et donc, il y a toute une série de jeux. C'est un genre à part entière, en fait, les 18XX. Alors celui-là, c'est un jeu absolument splendide au goût allemand. Franchement, les jeux allemands, on dirait qu'ils n'ont pas fait de progrès au niveau du graphisme depuis 30 ans, les Allemands. C'est quand même formidable, quoi. On dirait un jeu, moi j'ai l'impression de voir ça dans un catalogue de jeux des cartes de 1986, quoi. Oui, c'est pas faux. C'est vrai on l'identifie du premier coup d'œil. Vous devez gérer vos compagnies ferroviaires. Plus vous rejoignez des villes, plus vous gagnez de l'argent, plus vous pouvez prendre des parts dans des compagnies, racheter les compagnies, etc. Tout à fait. Et la petite particularité qui m'avait fait rigoler quand enfin rigoler. Non, mais qui m'avait surpris quand j'avais regardé la page pour la première fois, c'est la traduction. Donc effectivement, il y a le jeu sera proposé en anglais, en allemand, mais les règles à télécharger sont pour les Italiens, les Espagnols et les Russes. Et c'est vrai que c'est pas forcément des langues qu'on est habitué à avoir, ou alors c'est souvent les langues alternatives, voilà. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant de voir le public qui va être visé par ce style de jeu. Bon, en tout cas, il marche pas si mal, hein, puisqu'il est quand même 6ème du Kick Parade de cette semaine, même si c'est un Kick Parade assez faible. 448 contributeurs, il est presque à 29 000 €, et il reste beaucoup de jours, hein, c'est une grosse campagne, très longue. Donc il va certainement augmenter, on va le retrouver la semaine prochaine, c'est évident. 5ème position, on va revenir à quelque chose d'un peu plus, on va dire, traditionnel et grand public, on va dire, chez les gamers. C'est Valda, Rise of the Giants and Ragnarok. Alors Valda, c'est un jeu qui a été financé en 2018. C'est un jeu de plateau, de conquête, dans lequel vous incarnez des tribus vikings, dont le but va être d'ouvrir les portes vers le royaume des dieux. Donc il n'y aura qu'un seul joueur qui, à la fin du jeu, pourra ouvrir le royaume des dieux et s'y installer. C'est un beau jeu, hein, gros plateau, alors carte un peu surdimensionnée, ce qui n'est pas désagréable parce que ça met en valeur les illustrations des cartes. Et donc là, c'est une extension qui s'appelle Giants and Ragnarok. Alors je sais pas si tu veux présenter la nouveauté de l'extension. Effectivement, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu quand même qui est issu d'une première campagne. Là, on propose finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu sur notre big box C'est ça. hebdomadaire? La dernière contribution offerte, c'est un packaging particulier avec tous les composants, l'extension, etc., etc. Plus tous les stretch goals. Effectivement, alors le jeu sera proposé en français. Yeah. C'est peut-être le jeu français de cette semaine. Donc, 4ème position, Auto Game Over. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le jeu abstrait de ce mois. C'est même marqué sur le titre The Most Abstract Game Ever. Carrément, tu vois, le jeu le plus abstrait de tous les temps. Il en est à 760 contributeurs, 26 000 €. Et effectivement, c'est un jeu très abstrait. Alors, pour les amoureux des composants, des illustrations, c'est pas pour vous. Passez votre chemin. Dans Auto, vous avez un plateau sur lequel vous allez placer des puzzles, on va dire, des tuiles avec des motifs qui vont vous permettre de faire des formes géométriques. Et si vous réussissez à faire certaines formes géométriques, vous allez pouvoir placer des éléments en bois de votre plateau personnel sur le plateau principal. Donc vous avez des ronds, des gros ronds, des carrés. Et donc le but, c'est un peu de se débarrasser de ces éléments en bois pour les placer sur le plateau, ce qui vous fait marquer des points. Moi, c'est ce que j'ai compris. Bah, on a compris similairement la même chose. Voilà. Si ça peut te rassurer, j'en arrive un peu à la même conclusion. Mais effectivement, après, je trouve que le jeu est, bon, il est pas vilain. Je trouve non. Après, je trouve qu'ils en font peut-être un petit peu des caisses avec le côté le jeu le plus abstrait jamais créé, etc. On avait vu il y a quelques semaines le jeu là qui était basé sur le langage. Oui, extraterrestre. On m'échappe. Ouais. Voilà, c'est ça qui me semblait peut-être un
un poil plus, Encore plus plus abstrait, abstrait que celui-ci. Mais voilà, c'est un petit jeu. Il est pas, le prix d'entrée n'est pas excessivement cher, je trouve. Il est à Traduit combien ce dans jeu? plein de 28 langues. euros, le jeu de Ouais, base, hein, c'est tout à ça, fait. hein? Ouais, ouais. Exactement. Ouais, ouais, bon, c'est convenable, hein. Ouais. C'est convenable. Les règles seront proposées en français. Et bah voilà, bah c'est la fête. Et c'est un premier projet. Troisième position, Tome of Mystical Tattoos for 5e. Et c'est encore du complément pour Donjons et Dragons. Donc là, c'est un livre qui tourne autour des tatouages. Là, plus ça va, plus on a des livres sur Donjons et Dragons non officiels, encore une fois, qui vont dans mais vraiment dans de l'hyper spécialisation. Pourquoi pas, comme ça tout le monde y trouve son compte. Hein. Il y avait un petit peu cette notion de tatouage dans le supplément, alors pour le coup officiel, qui s'appelle Eberron, sur le monde d'Eberron, où il y avait des tatouages un peu magiques. Donc là, ça va encore plus loin. Donc là, c'est toute une encyclopédie du tatouage magique. Je crois qu'il y en a pour... c'est encore un bouquin de 200 pages, un truc comme ça, il me semble. Je sais plus exactement, mais... Oui, tout à fait. Donc, écoute, je sais pas ce qu'ils vont raconter sur 200 pages sur des tatouages. Bon, après, on voit au niveau du format que tout est illustré avec une petite description en dessous. Ça fait presque livre d'herboriste. Ouais, c'est ça. Mais pour les tatouages, bon, après, effectivement, là, on est dans un domaine qui m'échappe un petit peu, que je ne maîtrise pas. Je pense que j'ai pas le niveau nécessaire, ni les campagnes nécessaires à un tel niveau de précision. Bah, c'est-à-dire qu'il faut adorer les tatouages et adorer Donjons et Dragons. Il doit y avoir une niche qui se regroupe sûrement, parce que tu vois, tu as 794 contributeurs pour un peu plus de 17 000 euros. C'est pareil, c'est une campagne assez longue, il reste une bonne quinzaine de jours là, donc vous pouvez vous y pencher si ça vous intéresse. Il n'y aura pas de VF, bien sûr. Hein. Évidemment. Deuxième position, c'est un jeu, c'est pas un jeu de plateau, c'est un jeu narratif sur la cryptozoologie, c'est-à-dire l'étude des créatures qui n'existent pas, des créatures imaginaires. Et c'est Field Guide to Memory, c'est son nom, il en est à 1000 contributeurs, un peu plus de 36 000 euros, il reste quelques jours avant la fin de la campagne. Swan, c'est à toi. Non, effectivement, on a vu pas mal de petits projets comme ça émerger avec de nombreux composants qui dépassent le simple livre ou le simple plateau de jeu, mais qui vont proposer des éléments sous forme d'indices, avec ça peut aller des clés, d'un petit bouquin, d'un truc, effectivement. Et là, je trouve que ça a quand même un peu de gueule, quoi, quand tu déballes ça, que tu as différents éléments qui vont s'ajouter, qui vont se lier les uns aux autres. Après, moi, ce qui souvent me rebute avec ce genre de projet, mais c'est purement personnel, c'est le manque de rejouabilité. C'est que souvent, une fois que tu as combiné tout ça, que tu as trouvé la solution on va dire, à l'énigme ou à l'aventure, la rejouabilité est très très difficile. Donc c'est plus un jeu qui se transmet, qui se joue une fois avant d'être transmis. Mais là, force est de constater que le thème semble très bien le thème est cool. illustré. Et ouais, le thème est vraiment vraiment sympa. L'objet est joli. Le prix d'entrée est plutôt correct par rapport à... On en a vu d'autres bien plus chers ces derniers temps. Mais ouais, je trouve que finalement, l'objet, à la fin, ça reste un bel objet. 1000 contributeurs, un peu plus de 1000 contributeurs pour un peu plus de 36 000 euros. Et il reste quelques jours avant la fin de cette campagne. Avant de passer au numéro 1, je vous rappelle que vous êtes sur la chaîne So Many Bits. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous la découvrez. N'hésitez pas à activer la cloche si vous voulez votre Kick Parade hebdomadaire dans vos notifications. N'hésitez pas non plus à liker la page. Nous, ça nous fait du bien, ça fait du bien à la chaîne. Donc si vous appréciez cette émission, un petit clic bleu, un petit pouce bleu, c'est gratuit, ça fait de mal à personne et au contraire, ça nous fait du bien. Voilà. En première position, alors là, on retrouve du vrai Kickstarter là. Alors on retrouve du vrai Kickstarter là, avec du pognon, avec du matos. C'est Vindication qui est numéro 1 depuis 2 semaines maintenant, je crois. On pourrait même dire 3 semaines, puisqu'on n'a pas fait d'émission la semaine dernière. C'est ça. Mais il était déjà premier, il me semble, lors de notre précédente émission. Alors, la campagne sera finie quand vous allez écouter cette émission. Parce qu'il reste, là on est mardi, il reste 36 heures. Voilà. Mais on l'a inclus parce que il n'y a pas beaucoup de jeux de plateau dans ce top 10.
et qu'on n'a pas vraiment de gros succès dans ce top 10. Donc on s'est dit, en général, on éjecte les jeux voilà, qui ont 48-72 heures encore de vie, parce que le temps qu'on enregistre et qu'on le mette sur la chaîne, souvent c'est passé, donc on les zappe. Là, il reste que 36 heures, donc la campagne sera finie quand vous découvrirez cette émission. Mais ça valait le coup quand même de souligner ce succès, parce qu'il n'y a pas vraiment énormément de gros succès en ce moment sur Kickstarter. Et là, il a rapporté plus d'un demi-million d'euros, plus de 7000 contributeurs, donc c'est un vrai succès de fin d'année pour Vindication. Oui, puis c'est vrai qu'il y a du composant, le système de jeu a l'air très fonctionnel, et il a l'air très bien. Très efficace. Enfin, moi, typiquement, c'est le genre de campagne, quand je la suis, en plus, il y a un côté original dans le gameplay qui vraiment m'inspire. Mais voilà, à mon sens, il y a deux petits défauts. Le premier, c'est qu'effectivement, pas DF. Ouais. Même si les règles peuvent être trouvées en français sur BGG et qu'il y a assez peu de texte quand même sur les composants. Et l'autre, c'est le prix, quoi. C'est vrai que le jeu est très très beau, mais effectivement, si tu cumules tous les différentes add-ons, parce qu'ils en ont proposé je ne sais pas combien, plus les mini-extensions, plus les éléments, etc., ça nous fait un Pledge Ultimate à $229. Boum Après, le jeu a l'air vraiment cool. Voilà. Mais effectivement, je sais que... Voilà. Et puis plébiscité déjà dans sa précédente version, donc... Voilà, on va pas leur apprendre leur travail. Non. En tout cas, effectivement, ça valait le coup quand même de souligner cette campagne qui a été quand même menée d'une main de maître. C'est le dernier gros succès de 2020 sur Kickstarter. Donc voilà, on a décidé de le laisser pour ce top 10. Voilà, on a fait le tour, Swan. C'est petite forme. Oui, tout à fait. Mais comme on l'a dit, ça permet à des petits projets d'être plus visibles, du coup. Exactement. Et puis, on va reprendre sur les chapeaux de roue l'année prochaine. Sûrement. Écoutez, on vous souhaite une très bonne année. Et on se retrouve tout début 2021 avec de nouveaux projets Kickstarter. Ciao, Swan. Ciao, Erwan. Et puis, bonne année à tout le monde.